Bonjour, je vais vous parler de l'évolution et de la modification de problématiques sociétales grâce à l'action des fintech. Actuellement, dans beaucoup de pays en voie de développement, les fintech ont un enjeu majeur à remporter. Le premier enjeu, c'est de connaître les problématiques que rencontrent les populations qui sont souvent démunies du plus important, la gestion de leur porte-monnaie, la gestion de l'argent. Dans les pays en voie de développement, on a un schéma, on a une histoire qui est totalement différente de ce qu'on peut voir dans nos pays dits développés. Dans un pays dit développé, on a une carte bancaire. Pour avoir une carte bancaire, on a d'abord un compte bancaire. Et ce compte bancaire nous permet finalement d'accéder à énormément, accéder à une capacité de paiement, arriver dans un supermarché, sortir sa carte bancaire. Aujourd'hui, depuis cette explosion complètement mondiale du Covid qui a changé nos modes de fonctionnement, ce paiement sans contact s'est développé. Je prends ma carte bancaire, je vais dans un commerce, je l'approche d'un terminal et donc j'entends un petit clic qui me permet de constater que mon paiement est effectué. C'est simple. Et puis quand on passe de l'autre côté de la Méditerranée, dans certains pays d'Afrique, on se rend compte que les personnes ne sont pas bancarisées. Et si elles ne sont pas bancarisées, elles n'ont pas de compte bancaire. Si elles n'ont pas de compte bancaire, elles n'ont pas de carte bancaire. Et si elles n'ont pas de carte bancaire, elles ne peuvent pas bénéficier de cet outil simple qui est de sortir sa carte et de payer en un clic, de payer en fait en un bip. Ce serait vraiment le cas. Le fait de ne pas avoir de carte bancaire, c'est un élément qui est important et qui est compliqué, complexe. Ça complexifie les éléments du quotidien. On sait et on a l'habitude d'aller sur des sites e-commerce, de sélectionner des produits, de le mettre dans un panier. Et une fois que le produit est dans le panier, on valide, on prend sa carte bancaire et on paye. On a une vraie simplicité au quotidien. Quand on passe de l'autre côté de la Méditerranée, si on n'a pas de compte bancaire, si on n'a pas de carte bancaire, en fait on n'a pas accès au e-commerce. Et donc le e-commerce se développe difficilement dans ces pays parce que justement on n'a pas l'outil qui nous permet de pouvoir faire ce qui est le plus important, l'acte de paiement, mais surtout avoir une garantie d'acte de paiement. Une garantie pour celui qui paye et une garantie pour celui qui est censé encaisser et générer en fait toute la logistique permettant de livrer le produit. Dans tous ces pays en voie de développement, il y a également d'autres problématiques. La principale problématique, c'est au final, vu qu'on a des problématiques de paiement en temps réel, on passe par des schémas de transfert d'argent. Le transfert d'argent est très développé en Afrique, Côte d'Ivoire, Sénégal, Congo. Quand on passe de l'autre côté de l'Atlantique, on a des cas comme Haïti, où la carte bancaire, la présence du terminal de paiement électronique dans des commerces n'est pas quelque chose de conventionnel. Et c'est pour ça que les fintech ont un travail, ont une réflexion très profonde à mener pour faire en sorte que quel que soit dans le monde, les habitants, les utilisateurs, les consommateurs aient la possibilité non seulement de pouvoir utiliser et exploiter leur porte-monnaie, leur argent, pour pouvoir non seulement payer, mais également épargner, et pourquoi pas, dans des proportions peut-être plus acceptables qu'aujourd'hui, effectuer des microcrédits avec des taux d'intérêt qui ne seraient pas aussi prohibitifs que ceux qu'on peut trouver actuellement sur le continent. Pour ce faire, les fintechs se divisent en plusieurs segments. On a des acteurs qui s'axent sur les problématiques de transfert, d'autres qui s'axent sur les problématiques d'intégration avec les différents organes bancaires, nationaux, locaux, internationaux, et d'autres fintechs qui vont s'intéresser également au transfert d'argent et à la dématérialisation des flux financiers. Je vais vous donner un petit exemple. Prenez le planteur, qui se situe en Côte d'Ivoire, qui se situe au Ghana, qui se situe au Cameroun. Ce planteur va rester dans son village, peut-être à 6 heures, 7 heures de route du village le plus proche, de la ville la plus proche. La ville dans laquelle il aura besoin d'aller pour aller retirer des espèces, pour aller acheter ses intrants, donc tous les produits qui vont lui servir à produire. Celui-ci, il est censé aussi être aux côtés de sa terre pour produire. On va dire qu'il produit du café, il est sur son exploitation, il produit en fait sa matière première. Et quand il produit sa matière première, il y a des gens qui viennent le voir. Et il y a des gens qui viennent le voir par l'intermédiaire de grands donneurs d'ordre, qui vont
exporter sa production à l'étranger, et l'argent de ces grands donneurs d'ordre va passer à la manière de messagers du grand donneur d'ordre en espèces, au premier messager, au deuxième messager, au troisième messager, au quatrième messager. Et sur ces temps de route entre le premier messager et le planteur, le producteur de cacao, on va dire, il y a des aléas. Le messager a besoin de liquidité pour payer son carburant, a besoin de liquidité pour payer sa nourriture, a besoin de liquidité pour payer sa sécurité, dans certains pays où l'insécurité peut être présente. Et tout ça, en fait, c'est pris dans la besace, dans le sac à dos qui transfère l'argent qui est censé arriver jusqu'au planteur, jusqu'au producteur de cacao. Quand le dernier messager arrive au niveau du planteur, du producteur de cacao, il ne reste plus assez d'argent dans la besace, et donc le producteur de cacao est contraint d'accepter les sommes qu'on lui donne. Or, les sommes qu'on lui donne ne sont pas suffisantes pour pouvoir payer la production et puis payer les besoins personnels du planteur, mais aussi anticiper pour acheter les autres intrants, la matière qui lui permettra d'avoir une récolte en année 2. Ce phénomène, en fait, il appauvrit les planteurs. Donc la circulation de cash est problématique. Les fintechs sont toutes dans la technologie. La technologie, elle permet de faire deux choses. La première, c'est de mettre à disposition du planteur une garantie de son paiement. Faire en sorte que la fluidification des flux passe éventuellement par des applications mobiles, et que d'une application mobile à une autre, on ait une circulation d'argent qui soit maîtrisée par le grand donneur d'ordre, mais qui soit maîtrisé pour que le planteur ait son minimum, le minimum d'argent lui permettant de passer le cap et de s'enrichir. Parce que si le planteur continue à s'enrichir, parvient à s'enrichir, il arrive à produire plus, mais c'est aussi vertueux pour les États qui gardent sur les productions une place de numéro 1 en production de cacao, une place de numéro 1 en production d'anacarde, une place de numéro 1 en production de mangue, de bananes, etc. Donc dans tous les secteurs, on se rend compte qu'on a besoin de facilité. Actuellement, nous intervenons sur des pays d'Afrique. Nous faisons partie de ces fintechs qui ont pour objectif de révolutionner la fluidification des flux financiers, le mode de paiement, le transfert d'argent, etc., etc. Sur les pays sur lesquels nous sommes, ce qui nous intéresse, c'est de voir quelque part les changements sociétaux qui sont opérés suite aux actions que nous menons. Donc certaines startups, certaines fintechs opèrent sur des segments qui sont intéressants. Transmettre une carte bancaire à un citoyen qui n'a pas de compte bancaire, donc des cartes prépayées. Donc ça permet à certains acteurs de pouvoir opérer avec une carte bancaire et découvrir ce mode de paiement. D'autres acteurs, comme nous par exemple, nous nous intéressons plutôt à la dématérialisation totale de l'argent dans un smartphone, parce que ce qui est surprenant, c'est qu'on aille au Sénégal en passant par le Maroc et en atterrissant au Congo, on se retrouve que quand on quitte une grande agglomération, quand on va dans les villages, il y a des choses qui manquent, mais tout le monde a un smartphone. Le smartphone, en fait, il permet de communiquer, d'être en contact en fait, avec les villes les plus proches, mais aussi d'être en contact avec les familles. Et le smartphone permet d'embarquer énormément d'outils, vu la technologie dont disposent les smartphones, même des smartphones très peu chers. On a des marques qu'on trouve en Afrique qui ne sont pas présentes forcément en Europe, mais qui permettent d'embarquer des outils extrêmement puissants. Donc pour revenir à nos citoyens qui sont aujourd'hui dans le besoin, rappelez-vous, qui n'ont pas de compte bancaire, qui n'ont pas de carte bancaire, qui ont de vraies difficultés à pouvoir payer, nous mettons en fait à disposition de ces acteurs un porte-monnaie, et ce porte-monnaie leur permet d'avoir des services, et avec ce porte-monnaie, notre citoyen, là, qui n'a pas de carte bancaire, va avoir la possibilité de prendre son téléphone, de l'approcher du téléphone du commerçant, qui peut se trouver dans la rue à vendre des bananes séchées ou autre. Et le simple rapprochement des deux téléphones va permettre d'effectuer le paiement. Alors, en quoi est-ce révolutionnaire ? En quoi est-ce révolutionnaire ? C'est révolutionnaire parce qu'aujourd'hui,
le mode de paiement d'un acteur à un autre, il passe souvent par l'espèce. Hein, on va dire que 70% des transactions dans la majorité des pays africains se fait en espèces. La problématique de l'espèce, c'est que on est avec l'espèce sur un fonctionnement qui est très instantané. Et l'espèce ne permet pas de stocker, l'espèce ne permet pas d'épargner, l'espèce ne permet pas simplement également de payer de manière précise. Alors quand je vous dis de payer de manière précise, les problématiques principales qu'il peut y avoir sur les pays d'Afrique par exemple, c'est le rendu de monnaie, mais la disponibilité de la totalité de la somme pour payer par exemple un produit de grande valeur. On imagine à Berlin, à Londres, à Paris, aller acheter un véhicule avec de l'espèce. C'est quelque chose qu'on ne voit plus aujourd'hui. Mais dans les pays d'Afrique, dans certains pays d'Afrique, on est contraint d'aller acheter de temps en temps un véhicule avec énormément de liquidités parce que les autres moyens ne sont pas possibles. Alors, je vous parlais tout à l'heure du transfert d'argent. Le transfert d'argent, il existe uniquement dans les endroits, dans les pays où les possibilités de paiement sont difficiles. On veut payer un plat, hein, on va au restaurant, on veut payer un plat. Indépendamment de la difficulté de détention de carte bancaire, on a aussi une absence de terminaux de paiement. Et quand on a des terminaux de paiement, on a souvent des terminaux de paiement de deuxième main qui sont dans les restaurants, quand il y a un terminal de paiement. Si maintenant on regarde la scène, hein, on va voir un citoyen avec ses espèces qui rentre dans le restaurant, qui va vouloir payer par exemple, je vais dire 1000 francs. S'il veut payer 1000 francs et qu'il a un billet de 2000 francs, il risque d'avoir en face de lui une personne qui aura des difficultés parce que cette personne n'aura pas la monnaie nécessaire pour le rembourser. Aujourd'hui, dans certains pays, on rend la monnaie en bonbons. C'est-à-dire que comme on n'a pas la monnaie, on force finalement à l'achat en disant j'ai pas de monnaie, donc je te donne un produit qui a la valeur de la monnaie que je vais te rendre. Mais ça en fait c'est juste pas acceptable. Parce que quand on gagne peu, quand on a des revenus moyens qui sont de 50, 70, 80 euros mensuels, hein, si on fait un comparatif en euros, quand on veut payer l'équivalent de 1,50 € ou de 2 €, on veut avoir notre monnaie sur notre dépense parce que le moindre centime, le moindre franc a une énorme valeur. Donc ça, c'est un élément qui est important. Une fois qu'on se rend compte que cette notion d'espèce est compliquée, on a des acteurs majeurs qui sont arrivés, hein, qui sont quelque part les premières fintech sur les territoires africains. Ce sont les telcos, donc les opérateurs télécoms, qui sont arrivés en disant écoutez, certaines personnes ont un numéro de téléphone, donc associé au numéro, on va leur mettre en place un petit porte-monnaie. Et avec ce porte-monnaie, ils pourront, grâce à leur identifiant de numéro de téléphone, s'échanger de l'argent. Depuis une dizaine d'années, les opérateurs qu'on appelle les opérateurs de mobile money pullulent et viennent vraiment aux côtés des acteurs bancaires mettre en place une activité qui rend service. Une activité qui rend service parce que on peut s'échanger de l'argent facilement d'une personne à une autre, d'un réseau dans un réseau. C'est un peu plus compliqué quand on veut passer d'un réseau à un autre. Mais si par exemple, on connaît tous Orange. Orange est présent sur pas mal de pays d'Afrique. Et Orange propose aux détenteurs de numéros de téléphone Orange d'avoir un compte mobile money. Ce qui est intéressant, c'est que ces comptes mobile money fonctionnent pour tous les citoyens. Qu'on ait un téléphone à clapper, un smartphone, on va réussir à payer avec ces solutions. Ces opérateurs, ces fintech, hein, ces premières fintech, ils ont permis quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'ils ont permis aux citoyens de tous les pays d'Afrique d'appréhender et d'accepter l'idée que l'argent virtuel existe. Et ils ont ouvert la porte à de nombreuses fintech, comme nous, qui sont en train d'essayer de collaborer, hein, avec ces premiers acteurs et d'apporter un changement
dans le quotidien des utilisateurs qui vont réussir à mobiliser, à manager, à gérer leur argent, mais surtout à être dans des schémas d'anticipation, parce que à partir du moment où on a un endroit pour stocker notre argent, on a un endroit pour pouvoir éventuellement épargner, et donc on a un endroit pour pouvoir prévoir la formation, l'éducation des enfants, pour pouvoir anticiper la construction d'une petite maison. Tout ça, ça se construit à partir du moment où on a un socle qui nous permet d'y penser. Certains acteurs comme la fintech à laquelle j'appartiens ont une réalité qui est une réalité de terrain. La réalité de terrain, ça peut être celle, je vais essayer de vous montrer une vidéo, si j'y arrive, voilà, peut-être celle d'aller au contact des populations. Donc là, vous voyez des personnes dans la rue qui viennent d'ouvrir leur premier porte-monnaie électronique qui leur permet en fait de stocker de l'argent. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir ici, là, la joie en fait. La joie que procure le changement. Le changement que l'application, une simple application, va apporter à ces populations. Ça, c'est un marqueur fort. Le marqueur fort, c'est de se dire que on a la possibilité réellement de changer la vie des personnes qui vont utiliser nos outils. Et les fintech aujourd'hui, dont nous faisons partie, ont un rôle extrêmement important dans ce combat. Le combat, c'est d'arriver là sur une place publique, d'expliquer qu'il y a une importance à stocker son argent, il y a une importance en fait à placer son argent, il y a une importance à pouvoir trouver simplement les moyens de payer les produits pour la rentrée scolaire, donc pour l'éducation des enfants, pour acheter éventuellement tout simplement les produits alimentaires, pour pouvoir acheter les produits nécessaires en fait à l'exercice de l'activité dans des pays où l'activité dite informelle, des commerces qui n'ont pas forcément d'existence légale au sens où nous le connaissons, mais qui représentent une part de l'économie majeure, deviennent en fait totalement sachants sur leur capacité à se projeter. Quand on se projette, on utilise beaucoup le mot projet dans les entreprises, mais dans la vie personnelle, quand on se projette, c'est qu'on est capable de réaliser un projet. Et pour réaliser un projet, il faut qu'on soit dans ce schéma de construction, et c'est également ce que nous offrons aux populations. Pour vous parler un peu de notre quotidien, aujourd'hui, nous travaillons avec des commerçants. Les commerçants sont nombreux. Et les commerçants, aujourd'hui, pour vous faire entrer dans notre monde, dans le monde des commerçants du secteur informel, par exemple, de bon nombre de pays d'Afrique, et d'ailleurs, parce que Haïti est le même schéma, nous avons un commerçant qui démarre sa journée avec l'équivalent de 1000 francs dans sa caisse. À la fin de la journée, ce commerçant a 10 000 francs dans sa caisse. Et quand on échange avec lui, on se rend compte qu'il pense avoir gagné 9 000 francs. Alors pourquoi il pense avoir gagné 9 000 francs ? Pas parce qu'il ne sait pas compter, mais parce que concrètement, sa caisse, c'est une boîte dans laquelle en fait on va mettre de l'argent, ou une poche dans laquelle on va mettre de l'argent. Et donc le différentiel le plus simple à calculer, c'est le différentiel de ce qu'il y avait dans la caisse le matin et dans ce qu'il y a dans la caisse le soir. Maintenant, quand on commence à être un peu éveillé, on se dit mais il suffit de calculer le nombre de produits ou de voir le nombre de produits qu'on a vendus à la journée, calculer les coûts, ses frais de structure, on déduit tout ça et on sait concrètement combien on doit faire de chiffre d'affaires minimum dans la journée et combien on doit vendre nos produits pour faire de la marge. Mais si vous vendez les produits sans avoir de caisse, sans avoir un logiciel qui fait tout ce calcul pour vous, la seule chose que vous avez à la fin de la journée, c'est de l'argent. Vous ne savez pas ce que vous avez vendu, combien de produits vous avez vendus, quel est le coût de chacun de ces produits, quels sont vos coûts de structure. Et ça vous empêche de faire grandir votre activité. Et donc on se retrouve en Afrique, par exemple, avec des commerçants qui travaillent de 5h du matin à 1h du matin, parce que les amplitudes horaires et la valeur du travail est extrêmement développée dans nos contrées africaines, mais qui n'arrivent pas à enrichir leur activité, qui n'arrivent pas à s'enrichir de leur activité. Donc, les fintechs ont aussi un travail à jouer là-dessus. Comment
aider un commerçant lambda de manière simple pour qu'il puisse savoir concrètement quels sont les produits qu'il a vendus dans la journée, savoir quelle est la marge qu'il a décaissée dans la journée, savoir également à quel prix il devrait vendre ses produits pour être certain de gagner de l'argent et ne pas être contraint d'être constamment obligé d'alimenter sa caisse pour pouvoir fonctionner. Ça, ce sont les enjeux que nous avons, les enjeux que toutes les fintechs partagent et les enjeux que nous essayons de remporter et que nous remportons nous et aujourd'hui sur quelques pays. Alors je vous parle aujourd'hui parce que notre expérience est une expérience du terrain. Aujourd'hui nous passons 90% de notre temps en Afrique, le reste en Europe avec nos équipes support. Mais la vraie réalité, c'est ce que je vous ai montré. La vraie réalité, c'est comment nous sommes capables. Alors, je vais essayer de vous montrer une autre vidéo. Comment nous sommes capables d'amener quelque part cette explication. Donc là, vous voyez nos commerciaux qui se préparent à aller rencontrer nos clients, nos prospects, les citoyens, hein, nos citoyens africains qui ont besoin en fait de notre expertise pour pouvoir mieux vivre leur quotidien. Ça, c'est une réalité africaine. Je voudrais vous montrer une autre vidéo parce que au-delà, donc tout à l'heure vous avez vu le départ et là vous voyez le retour. Le soir en fait vous avez les commerciaux qui sont enrichis d'avoir enrichi. C'est-à-dire qu'ils ont déversé tellement de conseils, ils ont apporté tellement d'apports à leurs prospects, à leurs clients, ils ont apporté finalement tellement d'évolution en qualité d'éducation financière que finalement, ce que vous voyez ici, c'est que vous voyez ressortir toute la joie et toute l'énergie qui a été transmise par les clients. Parce que c'est les clients finalement et les prospects qui apportent aux commerciaux, à ceux qui parlent, à ceux qui expliquent comment mieux faire, comment mieux vivre son argent, ce qu'il se passe sur le terrain. Ça, ce sont des images qui sont extrêmement importantes pour nous parce qu'elles sont spontanées. Et c'est aussi pour ça que je vais vous les montrer. Les fintechs aujourd'hui, une fintech aujourd'hui en Afrique, une fintech en tout cas comme la nôtre, ça peut créer ça. Ça peut créer ça de manière spontanée dans la rue. Alors, aujourd'hui, le challenge des fintech, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on peut être utile? Comment est-ce qu'on peut apporter à l'infiniment petit, qui finalement est l'infiniment grand, le citoyen du monde, les outils qui lui permettent de se structurer. Pour le faire, on a aussi des défis. Les premiers défis, ce sont tous les mécanismes digitaux. On sait aujourd'hui, pour une fintech, que aller sur le terrain, c'est quelque chose qui n'est pas aisé. On ne va pas sur le terrain quand on est à Paris, quand on est une fintech. Hein. On utilise les réseaux sociaux, on utilise le marketing digital, on utilise tous ces éléments qui font partie de notre quotidien. Quand on est sur ces territoires, on doit être différent dans l'approche. On doit penser différent dans notre approche. On doit faire en sorte d'être au contact des populations pour leur dire ce qu'ils ne peuvent pas forcément lire, ce qu'ils n'ont pas d'ailleurs envie de lire. Enfin, je voudrais vous parler d'un point. Le point, c'est la typologie et la typologie de la cible. On s'intéresse souvent, et les fintechs ont de nombreux challenges. S'intéresser aux cibles et aux catégories socio-professionnelles élevées, mais également s'intéresser à la masse. Parce que la masse a besoin. Ce qui nous a importé, c'est d'être au contact de femmes agricultrices dans de nombreuses contrées africaines. L'idée, c'était aussi d'aller voir tous les schémas culturels différenciants dans chacun des pays pour essayer de répondre aux sollicitations et faire en sorte que l'expérience, que l'usage soit au rendez-vous. Quand je vous parle d'expérience, c'est « je ne sais pas lire, mais je sais compter ». Comment je fais pour manipuler une application? Comment je fais pour exploiter pleinement le fruit du travail de la fintech? L'objectif aussi,
c'est d'être en capacité d'apporter une expérience utilisateur, d'apporter un parcours client, d'apporter un usage du digital qui soit le plus simple et intuitif possible. Et ça, c'est un vrai challenge pour l'ensemble des fintechs, parce que bon nombre de fintechs travaillent précisément sur des évolutions sociétales fortes, en tout cas des objectifs d'évolution sociétale forte, mais il ne faut pas rater le coche de l'expérience utilisateur. Car une bonne application mal pensée entre les mains de celui qui en a besoin générera un autre problème, celui de savoir comment l'utiliser. Je pense que je suis arrivé au bout de mon temps. Et donc, mais au bout également de la démonstration, qui était de parvenir à toucher du doigt les problématiques sociétales fortes, et surtout les enjeux aujourd'hui que nombre de fintech prennent à bras le corps. Et en qualité de fintech, on a une excellence française qui est fortement présente en Afrique et qu'il faut savoir saluer. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors on a une première question qui est la suivante. Comment accompagner les entreprises dans les nouveaux enjeux de la digitalisation des moyens de paiement? Alors, l'accompagnement, la question est double. Il y a des structures africaines qui se développent en Afrique dans les moyens de paiement. On a des structures françaises qui se développent en Afrique dans les moyens de paiement. Et on a des structures africaines qui veulent se développer en France. Pour chacune de ces entités, le prisme est un peu différent. Si je prends le cas d'une entreprise africaine qui veut se développer en Afrique, les moyens sont compliqués. Quand on est une entreprise française et qu'on veut se développer en Afrique, on a la chance d'avoir des instruments comme des organismes en fait, comme la BPI, qui est au contact de bon nombre d'entreprises et qui leur permet justement de mesurer et de plafonner le risque. Quand on est en Afrique, il y a des organisations. Par exemple, moi je fais partie de l'Africa FinTech Forum. Donc l'Africa FinTech Forum est une organisation interpays qui contient l'ensemble des pays d'Afrique. Et on organise par exemple l'Africa FinTech Tour. Et l'Africa FinTech Tour permet d'aller au contact des entreprises qui veulent opérer justement sur le domaine FinTech, donc les moyens de paiement. Et donc là, on a un accompagnement sur les moyens, on a un accompagnement sur la structuration, on a un accompagnement sur les modèles économiques, mais aussi un accompagnement sur l'opérationnalisation de l'idée. Donc, je pense qu'il existe pas mal d'acteurs qui sont capables d'accompagner les entreprises en Afrique. Nous-mêmes, nous incubons des start-upers. Étant opérateur dans le paiement, tout start-upper qui veut monter une idée peut en fait avoir besoin d'une solution de paiement. Et dans ce cadre-là, nous les aidons à construire leurs idées et nous embarquons nos solutions de paiement dans leur organisation. Très bien. Ensuite, on a une autre question qui est pourquoi la bancarisation constitue un enjeu majeur dans l'évolution sociétale? Alors ça, c'est une question qui est intéressante parce qu'elle reprend le titre de notre masterclass. La bancarisation, ça veut tout dire et n'importe quoi. Mais ça veut dire une chose surtout. Les gens qui sont bancarisés ont un salaire. Ce salaire est déposé sur un compte bancaire. Ce compte bancaire leur permet d'épargner. Ce compte bancaire leur permet d'obtenir des moyens de paiement. Et ce compte bancaire leur permet de payer. Mais à partir du moment où leur salaire est domicilié, ça leur permet surtout une chose, c'est d'emprunter. Qui n'a pas emprunté en France pour acheter un bien de consommation, pour acheter une maison, pour payer les études des enfants? Qui n'a pas emprunté une fois? Je pense que si on pose cette question à une foule, on aura peu de personnes qui vont nous dire non, moi j'ai jamais épargné, j'ai jamais emprunté, excusez-moi. Maintenant, quand on va en Afrique, dans bon nombre de pays d'Afrique, et qu'on demande à l'Assemblée qui a déjà fait un crédit, vous allez avoir personne qui levera la main. Pourquoi? Parce que le crédit n'est pas accessible. Pour pouvoir bénéficier d'un crédit, il faut être dans une banque. Pour pouvoir être dans une banque, il faut avoir une adresse identifiable. Donc l'adressage est quelque chose de compliqué. L'identification est une chose de compliquée. On a tous une carte d'identité quand on est en France. On n'a pas tous notre carte d'identité en main quand on est dans certains pays d'Afrique. Donc il est difficile d'aller ouvrir un compte
parce qu'on va nous demander tous ces éléments qui sont compliqués et qui complexifient cette opération. Maintenant, quand on veut faire un prêt, un crédit, la société qui va nous proposer le crédit va nous dire qu'il faut qu'on ait un travail, il faut que ce travail cet employeur verse le compte dans la banque dans laquelle on se situe. Hop, on a déjà un problème, on n'a pas de banque. Et si on arrive à verser le salaire dans la banque dans laquelle on se situe, c'est la banque qui garante du remboursement du crédit. Donc en fait, on a une part de la population très importante qui n'a pas accès à la prospective. Celle où on se dit, ok, je n'ai pas l'argent tout de suite, mais je vais pouvoir obtenir. Je vais pouvoir donner la chance à mes enfants d'aller dans une école. Là-bas, c'est pas comme ça. Là-bas, si on veut donner de la chance à nos enfants, on est obligé d'aller voir l'ensemble de la famille, les amis, et essayer de récolter la somme pour pouvoir tout de suite payer la scolarité. Donc, tout ça, c'est compliqué. Donc, la bancarisation, je pense que le sens ultime n'est pas encore totalement défini, et c'est un enjeu des fintech et des banques. Mais la bancarisation est essentielle pour donner de la prospective, de la perspective à toutes ces populations qui ne devraient pas être contraintes comme elles le sont à l'heure actuelle. Le dernier point, sachez une chose, c'est que quand on est par exemple à Abidjan ou au Sénégal ou au Cameroun et qu'on veut faire un microcrédit, certaines personnes font des microcrédits avec des taux d'intérêt supérieurs à 60%. Supérieurs à 60%. Donc la bancarisation a un sens. Parce que 60% de taux d'intérêt quand on fait un microcrédit, c'est juste inacceptable, quel que soit le risque pour celui qui prête. Question suivante. Comment accélérer du coup la bancarisation des personnes sur les territoires en développement ? Alors ça, c'est une question à laquelle on a répondu partiellement dans cet exposé. Ce qui est certain, c'est qu'il faut se relever les manches. Il faut se relever les manches. On est à Paris, on est à Bercy, c'est top. Maintenant, quand on arrive et qu'on descend à Abidjan ou qu'on descend au Togo ou au Congo, on relève les manches, on prend la voiture, on fait 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures de route et on va constater. On échange avec les populations, on confronte en fait nos opinions aux schémas culturels qui vont abonder et qui vont être nourris par cet échange. Et de là, on va construire nos offres. L'idée, c'est surtout de ne pas faire ce que beaucoup trop font, de construire des offres d'ici et les imposer là-bas. Voilà, je pense que c'est le prérequis ultime. Alors, en quoi la bancarisation est-elle un moteur dans le digital ? Je pense que le digital est un moteur pour la bancarisation. Le digital, en fait, est un booster. On connaît une crise sans précédent, une crise sanitaire sans précédent. On s'est retrouvé du jour au lendemain bloqués dans nos maisons. Aujourd'hui, on circule dans un salon comme le Big, on se croise, on se salue avec le poing, ce qui était totalement inconcevable. Il y a 2-3 ans, cette manière de se saluer aurait peut-être pu paraître comme inconvenante même. On a changé nos modes de fonctionnement et on a vu le paiement sans contact se développer. Le digital a permis de booster une évolution en termes d'utilisation des outils bancaires. Beaucoup de banques ont essayé de promouvoir le paiement sans contact avant cette phase Covid. Ça marchait, mais la phase Covid l'a vraiment accéléré. Aujourd'hui, qui ne paye pas en France avec un paiement sans contact ? Qui ne paye pas en prenant juste sa carte bancaire et l'approchant du terminal, ou en prenant juste son terminal, son smartphone et en l'approchant d'un terminal ? Tout le monde fait ça. Avant le Covid, on ne le faisait pas. C'est le digital qui a permis de booster ça. Donc, le digital, d'accord, à travers l'intelligence, l'esprit, la clarté d'analyse des fintechs et des banques, bien évidemment, parce que les banques, ce sont des grosses fintechs. La clarté de ces acteurs peut permettre réellement de booster la bancarisation. Et la bancarisation, en fait, c'est un mot qui n'a pas qu'une définition. La bancarisation, c'est donner la possibilité à un individu de pouvoir profiter pleinement et simplement de l'exploitation et de l'utilisation de son argent. C'est ça la bancarisation.
Nous, c'est notre cheval de bataille, c'est ce pourquoi nous nous levons le matin, et c'est aussi grâce à cette bancarisation par le digital que nous arrivons à compter chaque jour plusieurs milliers de nouveaux clients. Et je pense que le pari est remporté à partir du moment où notre client est en face de nous, a souscrit à notre solution et se met à danser devant le smartphone, ce que j'ai pu vous montrer tout à l'heure. Donc oui, le digital est un puissant booster, mais pas que pour la bancarisation, pour l'accessibilité, pour les personnes handicapées, pour tout pan de l'économie. La digitalisation, bien pensée, est une arme redoutable pour faire du beau, pour faire du bien. Voilà. C'était la dernière question. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Et à bientôt.